qu'on appelle Oudiar. Oudiar, ça veut dire le trou en Corse. C'est vraiment superbe. Cet endroit, ça s'appelle l'Isoulou d'Ardes, ça sert aussi de signal pour la pêche. Celui-ci, à droite? Ouais. Le golfe de Porto, un monde minéral mouvementé, monumental, qui culmine au Capo Rosso, une falaise vertigineuse de 330 mètres de haut. Le golfe est formé de roches magmatiques, du granit alcalin rose, rare en Europe, extrêmement résistant et marqué par des failles, des cassures, des fractures. Cette partie a été façonnée, érodée pendant des millions d'années. Pas mal de végétation qui arrive tout de même à évoluer là-dessus. C'est une roche qui est très riche en minéraux. On retrouve du lentisque, il y a même de l'immortel, c'est des plantes qui sont utilisées pour faire des produits cosmétiques. On retrouve pas mal de choses au niveau de la biodiversité sur le site en lui-même. Tout au long de la journée, ça change de couleur au niveau de la lumière, la luminosité, la mer calme, la mer qui bouge un petit peu, tout change à chaque fois. On retrouve des formes différentes à chaque moment. C'est assez incroyable comme décor. Dans ce décor saisissant, la mer a creusé le pied des falaises. Cette grotte en particulier recèle un phénomène naturel hors du commun. Elle possède 2 ouvertures sur la mer. L'eau y est turquoise, transparente et même chaude la moitié de l'année. Entre les falaises, enfin, apparaît une petite crique. Plutôt réservée aux intimes, avec ses quelques cabanons de pêcheurs. Longtemps isolés ici, sans eau ni électricité. Ça, c'est la plage de Figadio, cette petite plage où les pêcheurs de Piana vivaient là durant l'été, pour être au plus près de la mer pendant la période de pêche. Alors chaque famille descendait ici, donc ils étaient 8, tous des amis, des cousins, c'était vraiment une ambiance très particulière ici. On a des super moments, là où j'ai appris à nager aussi. Et donc on restait ici tout l'été. Alors il y avait des poules sur la plage, il y avait vraiment, c'était une ambiance... Pour accueillir la chorale des 2 églises. Une chorale ici qui ne chante jamais en latin. Beaucoup de rochers, beaucoup de roches comme ça. Plus fraîches. Les nuits sont fraîches parce que la montagne est toute proche. Oui, par l'altitude, parce que comme l'eau des vignes est à 500 mètres, et on vient avec plaisir, travailler tous les Les matins. vins, c'est noble. Et le mariage est beau. L'attachement, il est fort. Il est très très fort, oui, très très fort. Dernière étape et dernier golfe, le golfe d'Ajaccio. Plus de 50 000 habitants dans cette ville portuaire. Ajaccio, préfecture de la Corse du Sud, est d'origine génoise. Et ce sont les Génois qui ont bâti la citadelle. Un édifice imposant de 30 000 mètres carrés au sol, destiné aux soldats génois, puis français. La plage d'Ajaccio vient jusqu'au pied des remparts. Mais l'entrée de la citadelle est strictement réservée, car tous les bâtiments sont placés sous autorité militaire. Et cela dure depuis plus de 500 ans, depuis la construction de cet ouvrage défensif. Véritablement à la défense de la ville, et puis surtout un château fort à partir duquel on puisse faire le va-et-vient entre
une situation intermédiaire donc, entre ces Les deux. origines génoises d'Ajaccio. Petite cour cachée. Le terrain génois de Là, la on est citadelle, véritablement- aéré par de petites ouvertures sur la mer. Ils sont remarquables, ces souterrains, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans toute l'île. Aucune des places n'a des souterrains aussi importants. On a conçu ça en briques. Les soubassements sont en pierre. Tout ce qui est encadrement de portes, etc., sont en pierre de taille. C'est véritablement une pièce majeure de la citadelle. Au-delà de la citadelle, la vieille ville. C'est ici qu'est né le plus illustre enfant d'Ajaccio. La maison natale de Napoléon Ier est même devenue le premier musée de Corse. Derrière la façade ocre, des pièces historiques. En premier lieu, la chambre où serait né l'empereur. En 1769. Une période charnière où la Corse est cédée au roi de France. Des salons où l'empereur a grandi, jusqu'à la galerie où il aurait organisé une grande réception à son retour d'Égypte. Toute la maison a reçu de célèbres visiteurs, comme Balzac, Flaubert et l'impératrice Sissi. Lorsque le cardinal imagine Napoléon III contribue à développer la ville, avec ses nouveaux quartiers, ses places et ses grands boulevards. Mieux, l'empereur rêve de transformer Ajaccio en station balnéaire, rivale des stations de la Côte d'Azur et de la Côte Basque. Témoin de cette époque, l'ancien Grand Hôtel Continental, actuel siège de la collectivité territoriale de Corse. En 1894, le jardin botanique est conçu par un paysagiste lyonnais. Ça correspond vraiment à l'image qu'on se fait de la Corse alors, c'est-à-dire un pays ensoleillé, un pays avec des plantes et des fleurs originales. Et il y a donc là une profusion d'espèces. La publicité vante ces plantations d'orangers, de bananiers, de mimosas, puisqu'on est en station d'hiver ici, hein, novembre, avril. Il faut donc des arbres qui soient en fleurs à ce moment-là. Et ça fait partie des atouts de promotion de la ville. Hein. L'architecture, elle, s'inspire des palaces de la Côte d'Azur. En façade, de grandes baies vitrées, des loggias, des balcons, des motifs sculptés. Et à l'intérieur, on mène grand train. La vie est orchestrée de main de maître par un gérant d'origine suisse. Lorsque le cardinal imagine Napoléon III contribue à développer la ville, avec ses nouveaux quartiers, ses places et ses grands boulevards. Mieux, l'empereur rêve de transformer Ajaccio en station balnéaire, rivale des stations de la Côte d'Azur et de la Côte Basque. Témoin de cette époque, l'ancien Grand Hôtel Continental, actuel siège de la collectivité territoriale de Corse. En 1894, le jardin botanique est conçu par un paysagiste lyonnais. Ça correspond vraiment à l'image qu'on se fait de la Corse alors, c'est-à-dire un pays ensoleillé, un pays avec des plantes et des fleurs originales. Et il y a donc là une profusion d'espèces. La publicité vante ces plantations d'orangers, de bananiers, de mimosas, puisqu'on est en station d'hiver ici, hein, novembre, avril. Il faut donc des arbres qui soient en fleurs à ce moment-là. Et ça fait partie des atouts de promotion de la ville. Hein. L'architecture, elle, s'inspire des palaces de la Côte d'Azur. En façade, de grandes baies vitrées, des loggias, des balcons, des motifs sculptés. Et à l'intérieur, on mène grand train. La vie est orchestrée de main de maître par un gérant d'origine suisse. En 1896 est bâti le Cyrnos Palace. Un hôtel plus petit,
mais tout aussi raffiné. Il s'ouvrait à l'époque sur un vaste jardin foisonnant. Les chambres étaient à la fois élégantes et lumineuses. L'intérêt qui est vanté auprès de la clientèle, c'est d'avoir une vue sur la mer et surtout de profiter du soleil. On est exposé en plein midi et c'est là qu'on profite du jardin luxuriant qui a été construit sur les terrains qui appartenaient à Miss Campbell. Miss Campbell, une riche écossaise, amoureuse de la Corse et particulièrement séduite par la baie d'Ajaccio. Aujourd'hui comme hier, ce sont de gros bateaux qui amènent les touristes du continent jusqu'à Ajaccio. Enfin, un dernier héritage de cette même époque. La route littorale, qui part d'Ajaccio et qui rejoint l'extrémité du golfe. Cette route mène jusqu'à la pointe de la Parata, surmontée de sa tour génoise du XVIIe siècle. Tout au bout du golfe, l'archipel des Sanguinaires, une riche réserve naturelle et surtout un panorama privilégié sur ces golfes corses, nés de la mer et des montagnes. Retour à Bonifacio, un port naturel au fond d'un goulet, un éperon rocheux difficile d'accès. Vu du ciel, on comprend pourquoi la ville a suscité autant de convoitises. Je me trouve maintenant sur la rampe qui permet de monter jusqu'à la cité fortifiée. Elle a été construite par les Génois, réaménagée par les Français. Et jusqu'au XIXe siècle, eh bien, c'était la seule voie d'accès à la ville haute. Devant moi, vous découvrez maintenant la porte d'entrée. Elle a été construite en 1588. Et à l'époque, eh bien, elle était contrôlée par 2 tours et un bastion que nous allons découvrir ensemble. Ce bastion est devenu au fil des siècles la pièce maîtresse des fortifications, des murs de 7 à 10 mètres d'épaisseur pour résister aux attaques répétées durant des semaines, voire durant des mois. Ici, on a une vue sur le centre-ville que les Génois ont façonné sur le modèle de leur cité, c'est-à-dire en forme de damier. 4 axes principaux traversés par de petites rues aux maisons étroites, reliées les unes aux autres par des arcs-boutants, ils permettaient de récupérer les eaux de pluie. Au cœur de la ville, la maison du Podesta, c'était l'ancienne demeure du gouverneur à l'époque de la République de Gênes. Elle se trouve juste en face de l'église Sainte-Marie-Majeure, avec ses arcades et sa loggia. C'est sous cette loggia justement que les autorités locales administraient la cité et rendaient la justice, car Bonifacio... Mise en service sur la Corse 5 fois par jour. Du nord, à partir de Bastia et de Calvi, en passant par Corté, la capitale historique, pour rejoindre Ajaccio, plus au sud. Une ligne mythique de 230 km à travers la Corse intérieure. C'est une des plus vieilles entreprises de la Corse en chemin de fer. Il a été construit pour les villages. Alors, il passe dans tous les villages, plus ou moins. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Bon, sinon, c'était à dos de mulet ou à dos d'âne. Le train sillonne la Corse à flanc de montagne. Pour franchir certains dénivelés, les ingénieurs ont conçu un tracé sur mesure. La pente elle est 30 pour 1000 et ils ont été obligés de faire beaucoup de zigzags, de lacets pour arriver à casser la pente. Une
Dans les temps, au train vapeur, il y en a qui descendaient là à pied, ils montaient à pied, ils arrivaient là-haut avant le train. Le temps qu'ils fassent la boucle. Avec 20 ans d'expérience, Pierre Pantalacci connaît ce trajet sur le bout des doigts. Dans sa cabine, pas de pilotage automatique. Regardez, il y a pas mal de virages quand même. Ça tourne. C'est à nous de faire la conduite. On peut pas, les virages, s'il est à 50, il ne faut pas le prendre à 80 parce que voilà, on se renverse. C'est à nous de ralentir l'engin. L'engin, lui, il va. Nous, la conduite, on l'a fait nous-mêmes. Là, il faut ralentir, il faut accélérer. Les TGV, non, ils mettent de 300 et ça roule à 300. Voilà. On peut trouver un gros rocher là, ça peut vous faire dérailler. Et après, quand ça déraille, on ne commande plus rien. C'est l'engin qui commande tout. Le parcours du chemin de fer corse est jalonné d'ouvrages d'art. Comme ici, dans les gorges du Vecchio, au sud de Corte. Là, il y a les gorges du Vic, mais là, c'est un passage assez... Ah ouais, là, il ne faut pas louper le virage. La ligne compte une trentaine de tunnels et plus de 50 ponts et viaducs. Là, on va arriver sur le pont Eiffel. Le plus remarquable est le pont du Vecchio, conçu par Gustave Eiffel en 1891. 170 mètres de long, 90 mètres au-dessus du torrent, il est aujourd'hui classé monument historique. Ce pont Eiffel a joué un rôle majeur dans l'économie corse. À la fin du 19e siècle, le chemin de fer permet d'accéder aux forêts de pins de Vizzavone, à 900 mètres d'altitude. Alors, puis-je vous expédier train 5 à 15h? Aujourd'hui, Rosie est chef de gare à ce du Bois. Venait se ressourcer, surtout la Jet Society anglaise, qui arrivait par bateau, qui étaient des grands voyageurs. Avec ses cols à près de 1200 mètres d'altitude, Vizzavone marque le point le plus haut du chemin de fer corse. En 1880, les ingénieurs réalisent un exploit pour franchir de tels sommets. L'entrée du tunnel de Vizzavone, qui fait 4 km, et ils ont mis 7 ans pour le construire. Et jusqu'à dernièrement, il y a 3-4 ans, c'était le plus long d'Europe en voie métrique. Il ne fait pas tout à fait 4 km, 3 km 956, enfin il manque une cinquantaine de mètres pour faire 4 km. Là on est en Corse du Sud. Des fois on sort là, il fait beau, et de l'autre côté il fait mauvais jusqu'à Bastia. Et des fois c'est l'inverse, il fait mauvais de ce côté jusqu'à Ajaccio, on sort de l'autre côté, nickel, jusqu'à Bastia, le soleil. Encore 40 minutes et le train corse arrivera à la fin de son parcours. On va arriver à la gare d'Ajaccio, c'est le terminus du train corse. Je sens que je suis presque arrivé, mes gens ils sont en bon port et tout s'est bien passé, c'est ça qui compte. Ils auront apprécié le voyage, j'espère. Dominée par les aiguilles de Bavella, l'Alta Rocca est une région montagneuse qui couvre une grande partie de la Corse du Sud. Au Moyen-Âge, on l'appelle la Terre des Seigneurs. Grande famille corse et puissants génois se disputent ce vaste territoire. En témoigne l'architecture des villages de montagne. Sainte-Lucie de Talano est l'un de ses fiefs. Santa Lucia di Tala est un village typiquement
médiévale. On devine très bien en le voyant son organisation sur un petit relief en rond autour d'une tour médiévale centrale. Il se trouvait à la croisée d'importants chemins qui venaient des vallées voisines et qui reliaient le littoral à la montagne. Donc il avait une position stratégique, c'est pour ça qu'il a été... Il offre au village de Sainte-Lucie de Talano un couvent franciscain. En guerre contre les Génois, le souverain s'installe au cœur du village et fait ériger une maison fortifiée. Donc c'est une maison forte, une tour à Tours, qui est typique des tours de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. On voit très bien encore sur cette tour conserver les machicoulis qui servaient de système de défense pour se protéger des assaillants. Donc c'était une maison fortifiée en fait. Peu à peu, de grandes familles s'installent autour de ces maisons fortes. Ça, c'est une tour, mais on a autour, sur la place et dans les villages, des maisons qui vont s'agréger les unes à côté des autres. Par exemple, on construit la première maison familiale et ensuite, sur une des façades de la maison, on laisse des pierres saillantes. Ces pierres saillantes, elles vont permettre à la famille, lorsqu'elle va s'agrandir, de construire la maison d'à côté. Et ainsi de suite, les maisons s'imbriquent les unes aux autres, s'épaulent, mais quand on construisait, on pensait toujours à la descendance. Au Moyen-Âge, les villages de l'Alta Rocca sont de petites communautés familiales implantées sur les reliefs. Les églises sont au cœur de ce maillage du territoire. Bâties à l'extérieur des villages, elles rassemblent toutes ces communautés. Encore 40 minutes et le train corse arrivera à la fin de son parcours. On va arriver à la gare d'Ajaccio, c'est le terminus du train corse. Je sens que je suis presque arrivé, mes gens ils sont en bon port et tout s'est bien passé, c'est ça qui compte. Ils auront apprécié le voyage, j'espère. Dominée par les aiguilles de Bavella, l'Alta Rocca est une région montagneuse qui couvre une grande partie de la Corse du Sud. Au Moyen-Âge, on l'appelle la terre des seigneurs. Grandes familles corses et puissants génois se disputent ce vaste territoire. En témoigne l'architecture des villages de montagne. Sainte-Lucie de Talano est l'un de ses fiefs. Santa Lucia di Tala est un village typiquement médiéval. On devine très bien en le voyant son organisation sur un petit relief en rond autour d'une tour médiévale centrale. Il se trouvait à la croisée d'importants chemins qui venaient des vallées voisines et qui reliaient le littoral à la montagne. Donc il avait une position stratégique, c'est pour ça qu'il a été... Il offre au village de Sainte-Lucie de Talano un couvent franciscain. En guerre contre les Génois, le souverain s'installe au cœur du village et fait ériger une maison fortifiée. Donc c'est une maison forte, une tour à Tours, qui est typique des tours de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. On voit très bien encore sur cette tour conserver les machicoulis qui servaient de système de défense pour se protéger des assaillants. Donc c'était une maison fortifiée en fait. Peu à peu, de grandes familles s'installent autour de ces maisons fortes. Ça, c'est une tour, mais on a autour, sur la place et dans les villages, des maisons qui vont s'agréger les unes à côté des autres. Par exemple, on construit la première maison familiale et ensuite, sur une des façades de la maison, on laisse des pierres saillantes. Ces pierres saillantes, elles vont permettre à la famille, lorsqu'elle va s'agrandir, de construire la maison d'à côté. Et ainsi de suite, les maisons s'imbriquent les unes aux autres, s'épaulent, mais quand on construisait, on pensait toujours à la descendance. Au Moyen-Âge, les villages de l'Alta Rocca sont de petites communautés familiales implantées sur les reliefs.
Les églises sont au cœur de ce maillage du territoire. Bâties à l'extérieur des villages, elles rassemblent toutes ces communautés de la région. Un des exemples les plus extraordinaires se situe au sud-ouest de l'île. La pointe de Rocapine est célèbre pour son piton rocheux, qui a la forme d'un lion. Dans le massif qui entoure Rocapine, le village de Monaccia-Dolène. Ici, le maquis recèle un véritable trésor, qu'il faut toutefois savoir dénicher. Son origine remonte à la préhistoire. L'Oriou, d'abord, vous voyez qu'il est construit sous une grotte, donc on utilise la grotte naturelle. Donc l'homme s'est servi de cette cavité pour construire ses murs et murer la grotte. Ajouré par une porte ou une fenêtre, l'Oriou a tenu lieu de refuge pour les bergers, de silos à grains et même de sépultures. Qu'ils avaient muré pour pas que les animaux rentrent. On s'aperçoit ici que la taphonisation, donc l'érosion de la roche, ça continue. Hein, on voit que si on touche, ça s'effrite. Donc là, ça va aller moins vite maintenant parce que c'est muré. Mais on voit bien ici, hein, vraiment, il y a des fissures. Hein. Ça continue, donc si c'était ouvert, ça s'agrandirait régulièrement. L'Oriou naît d'un phénomène géologique spécifique à la Corse, les taphonies. Pendant des millions d'années, le granit est naturellement creusé par le vent, le sel, le soleil et l'eau, jusqu'à former d'étonnantes sculptures de pierre, utilisées comme des grottes, que l'homme a peu à peu murées. Denise et son association ont répertorié une quarantaine d'oris disséminés dans le maquis. Tu as vu comme c'est muré là-bas aussi derrière? Et là, il y a encore de la paille et tout ça. Durant tout l'été, ces bénévoles emmènent les visiteurs à la découverte de ce patrimoine insolite. Quand on arrive, d'ailleurs les enfants, surtout les enfants, ils disent « Oh, c'est la maison de Schtroumpf ». Et ça, c'est fabuleux. Seule condition soumise à ces visites, l'emplacement des oris doit rester secret. C'est pour éviter qu'ils viennent seuls, pour pas qu'ils dégradent le site, les sites. Donc, dans la mesure du possible, on éteint les GPS. Les portables aussi, comme ça, on profite de la nature et du patrimoine. Le clou de la visite, c'est l'Oriou de Grossetou, le plus monumental. 35 mètres de long, 15 mètres de haut, et une vue imprenable sur la vallée. C'est spacieux. S'il y avait des envahisseurs qui arrivaient de la mer, ils étaient en toute sécurité. Hein, ils les voyaient arriver, ils avaient le temps d'aller se planquer encore plus loin. Ça a servi d'abri pour les hommes, ça a servi d'abri pour les animaux, ça a servi de sépulture. Après, il y a des histoires aussi, des histoires de bandits, des histoires durant la guerre, où quand même on se réfugiait là. Donc les oris sont les témoins d'une histoire très longue, c'est évident. Beaucoup plus au nord, la haute vallée de la Restonica regroupe les plus hauts sommets de l'île et la majorité de ses 40 lacs glaciaires. Nous sommes à la frontière entre Haute-Corse et Corse du Sud. Ce matin, une mission scientifique se prépare. Là, on va arriver sur les deux plus beaux lacs d'altitude de Corse. Le premier, on va l'avoir droit devant, ça va être le Mel, qui est situé à 1700 mètres d'altitude à peu près. Un peu plus de 5 hectares de surface.
Et au-dessus, le lac le plus profond de Corse, c'est-à-dire le Capitello, avec ses 42 mètres de profondeur. Les glaciers ont creusé chaque fois deux lacs, des lacs superposés, c'est le principe des grands lacs glaciaires. Donc on est à 1900 mètres d'altitude. Véritable joyau de la Corse intérieure, ces lacs ont été naturellement creusés par l'avancée des glaciers, il y a 14 000 ans. Ils se situent entre 1310 et 2400 mètres d'altitude. Pour l'équipe scientifique, l'hélicoptère est le seul moyen d'apporter du matériel sur ces sommets. Ouais, Gilbert, tu fais attention à l'aérologie qui est un petit peu perturbée aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, et on fait attention aux rabattants. 2 fois par an, les biologistes installent leur équipement sur les rives du Capitello. Aussi dans l'été, car le Capitello est gelé 6 mois par an. Les lacs d'altitude possèdent des eaux d'une qualité exceptionnelle. Il faut s'assurer qu'elles ne se dégradent pas. Première étape, mesurer la température du lac Capitello. Et première surprise de taille pour les chercheurs. 18,77. C'est monstrueusement haut. Ça, ce sont les effets du changement climatique. Voilà, 19 degrés. Moi, je ne l'ai jamais vu. En 20 ans, je n'ai jamais vu des températures aussi élevées. N'oublions pas qu'on est à 1900 mètres d'altitude. On serait au bord de la mer. C'est normal. Et c'est un lac avec ses 42 mètres qui a une inertie qui fait que ça se réchauffe difficilement. Imaginons les lacs qui font que 10 mètres de profondeur. On va avoir des modifications de la composition floristique et faunistique énormes. Deuxième étape de la mission, prélever des échantillons de sédiments à différentes profondeurs. Allez, ça arrive. 3 mètres comme prévu. Ok, on va partir pour son petit peu. 24 mètres, toujours vase lacustre. Mieux que la chimie, ce sont les insectes qui attestent de la bonne santé du lac. Vous voyez, c'est cette couleur rouge. Donc ça, c'est vraiment un signe de déficit en oxygène. Donc aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, l'augmentation de la température de l'eau fait que l'oxygène se raréfie dans l'eau. C'est la source de cours d'eau. Et donc, ce sont les endroits les plus fragiles. C'est un joyau. Il suffit de regarder dans quel cadre nous sommes. Cet environnement sensible est également l'un des plus riches. Au bord des lacs glaciaires, on trouve un paysage unique. Des prairies parsemées de mares reliées par des canaux. Typiques des montagnes corses, on les appelle pozzines. C'est un botaniste continental qui a utilisé 2 termes. Le terme d'abord pozzi, qui veut dire un trou en italien, et après la terminaison in, la terminaison alpine, parce que ce sont des formations qui sont alpines. Ces pelouses hygrophiles, c'est-à-dire ces pelouses très humides, résultent du comblement des lacs d'altitude. De nombreux lacs glaciaires se sont naturellement comblés au fil des siècles. Ces pozzines en sont les vestiges. Vieilles de plusieurs milliers d'années, elles apparaissent au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Les lacs glaciaires donnent également naissance à 3000 km de cours d'eau.
Le site le plus emblématique se trouve dans les aiguilles de Bavela. Ici, les rivières ont creusé la roche pour former des gorges profondes. La Corse, c'est une montagne dans la mer. Donc du coup, nos rivières, elles ont la particularité d'être des rivières de montagne. Donc des rivières avec un parcours limité. Les plus grandes font 80 km, mais d'autres font à peine 40 km. Et surtout une pente très importante. Et ça donne ce genre de canyon, ça donne des vallées encaissées, ces grandes cascades, bon, ce paysage magnifique que les gens recherchent. Réputées dans le monde entier, les rivières de Bavela font le bonheur des amateurs de canyoning. Allez! Mais une fréquentation incessante peut détériorer ces sites remarquables. Comme sur les lacs d'altitude, l'équipe d'Antoine Orsini évalue l'impact des visiteurs sur ces parois verticales. Allez, c'est bon Jean-Paul? Oui. Allez, on y va. J'ai le mauvais appui à droite, mais ça devrait tenir. Vas-y. Le but de la manœuvre, là, c'est de prélever sur une surface donnée qui fait un 20e de mètre carré tous les invertébrés qui se situent sur le substrat. Bon, c'est un peu délicat parce qu'il y a de la pente, mais ces invertébrés, eux, ont la capacité de s'adapter à cette pente et au courant. Et c'est vrai que le passage de toutes ces personnes arrache quand même sur le substrat une majorité de ces invertébrés, et plus il y a de passage, et plus ces invertébrés se retrouvent déplacés, voire exterminés sur une surface donnée. Ces petites larvules, c'est quand même la source de nourriture d'animaux plus importants. Donc dès qu'on touche un maillon de la chaîne, on a toute la chaîne qui est bouleversée, et c'est ça qui rend le système plus fragile. À mi-chemin entre Sartène et Bonifacio, l'Ortolo est une vallée mythique. Un terroir d'exception, connu depuis l'Antiquité. Il retrouve aujourd'hui son âge d'or grâce à une petite fleur jaune. Ces 10 hectares de production ne suffisent plus, qui alternent collines couvertes de maquis et côtes rocheuses. Un espace de 1260 hectares. Michali a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'y récolter l'immortel sauvage, Et donc du coup, son typique de Sénétosa. Elle a donc fait appel à Stéphane, couvre un quart de la surface de la Corse. Plus de 2500 espèces de végétaux y poussent à l'état naturel. Le maquis, au départ, c'est la Corse. C'est le nom que l'on donne à la végétation qui pousse en Corse. C'est vrai que dans ce milieu, qu'est le maquis, on se rend bien compte que ce qui prédomine, ce qui est là, c'est le sauvage. Et sur ce plan-là, la Corse représente vraiment la dernière terre sauvage d'Europe. Ici, aucune des plantes qui sont autour de nous n'a été ni semée ni plantée par l'homme. Ce trésor que maintenant tout le monde découvre, si on arrive à le garder tel quel, c'est énorme. Parce que dans quelques décennies, ce sera comme un musée ici. Pas très loin du métier des immortels sauvages, nous voici maintenant sur le terroir parce que d'ici nous avons une vue vraiment inédite à la fois sur la mer Tyrrhénienne, sur la mer Méditerranée,
À ma droite sur les îles Lavézie et derrière moi sur la Sardaigne. Nous sommes au cœur de la réserve naturelle. Bonifacio, à l'aube. Un bateau quitte le port. À son bord, Alain Tafani. Il a été appelé pour prendre les commandes d'un gros navire de commerce dans le parc marin international. À la sortie du port, le soleil commence à se lever. Un pilote maritime international. Un roulier de 200 mètres de long. Bonifacio, un belvédère sur ce parc franco-italien. Un parc unique en Europe. Côté français, en Corse du Sud, il regroupe 4000 hectares de terre acquises par le Conservatoire du littoral. Une petite réserve naturelle à Soirton. Et surtout, les Bouches de Bonifacio, la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine. Le tout géré par l'Office de l'environnement corse. Au large de la Sardaigne, en Italie, le parc national de l'archipel de la Madeleine fait lui aussi partie du parc marin international. Un parc très vaste donc, veillé nuit et jour. Cap de Pertusato, au sud de Bonifacio. Dans le sémaphore, à 117 mètres de hauteur, Mario. Côté terre, en Corse, le parc marin international, c'est aussi 52 km de promenade littorale. Le premier sentier a été créé ici en 2009. Il traverse le maquis, les sous-bois et longe la mer. Depuis Bonifacio jusqu'à l'anse de Paragon, au pied des falaises. Aux agriculteurs de s'abriter, d'entreposer du matériel. Et c'est vraiment un ouvrage typique, un beau témoignage de l'agriculture bonifacienne. On dénombre près d'1 millier de barracounes autour de Bonifacio. Une structure avec très souvent un linteau en genévrier qui permettait de soutenir donc, la porte, l'ouverture. Après, c'est un plan très simple. Là, on voit il y a une salle circulaire à l'intérieur. C'est une part d'histoire, c'est beau à voir, c'est un travail qu'ont fait nos ancêtres et qui n'est pas négligeable. On est découvert tous les ans, donc les jours sont comptés. Hein. Pour certains biens du patrimoine, là on voit, hein, ça va vite. Hein. Encore plus étonnant, sur son terrain, Thibault a également découvert une chapelle oubliée, cachée par les arbres et les broussailles. Des hommes apprennent à créer les marches en pierre pour le futur chemin d'accès au phare. Ce chantier du patrimoine est encadré par une association. C'est très important pour nous de travailler la pierre, ça nous permet d'utiliser des techniques qu'utilisaient nos anciens, nos ancêtres, et que nous avons perdu. Ces savoir-faire, nous ne les avons plus. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut à tout prix maintenir ici chez nous, en Corse, et que ça permette à ce patrimoine d'être restauré. Le patrimoine est également un chantier d'insertion. C'est vraiment un lieu à restaurer, qui a une importance, je suppose déjà pour les bonifaciens, et ensuite pour les ouvriers, parce que ça fait partie d'un tout, ce sont des gens dans l'insertion. Alors j'espère que ce sera pour eux une nouvelle aventure qui leur ouvre des portes. Cap à l'est de Bonifacio.
À 10 km au large, l'archipel des Lavezzi. Il fait lui aussi partie du parc marin international. C'est le point le plus méridional de la Corse et de la France métropolitaine. Un ensemble d'îles et d'îlots rocheux. Seule une petite partie de l'île Lavezzo est accessible au public. Le reste de l'archipel est fermé. Car ici poussent des végétaux exceptionnels, comme ce limonium, l'une des plantes les plus rares. C'est une plante en coussinet qui pousse pas très loin de la mer. Dans cet archipel, dans ce bel environnement que nous voyons autour de nous. Entre la Sardaigne et la Corse du Sud, au sein du parc marin international, chacun tente ainsi de maintenir une harmonie. Une harmonie sensible entre les hommes, la faune et la flore. Jusqu'à la hauteur de la plante qui va être recouverte et qui risque de disparaître. Ça met en péril la survie de cette espèce qui est unique au monde. La pollution et la fréquentation touristique sont des menaces quotidiennes. Sans compter la concurrence avec les autres végétaux. On est obligé souvent de se faufiler au milieu des cahots rocheux pour trouver ces petites plantes. Ah bah là on en a une, la nanantée. Ici, ah mais finalement, voilà, les plus beaux individus sont là, tout au fond. Ah et voilà, là c'est la nanantée minuscule, elle porte bien son nom. Elle est toute petite. Bon, elle fait partie en tout cas des plantes à fleurs les plus petites d'Europe. Là, elle est dans son habitat de prédilection, à l'ombre, au milieu des cahots. Dissimulée dans l'ombre, enracinée tant bien que mal entre les rochers. Ces plantes rares et bien adaptées surprennent les botanistes. À la dissécation, il y a des petits poils sur les feuilles et voilà, elle en a attiré son nom. Là, par exemple, on est sur un îlot où le débarquement est interdit. Les gens ne savent pas forcément pourquoi on les empêche de débarquer sur des îles, mais comme elle est très sensible au piétinement... Toujours plus à l'est, nous remontons la côte. Direction la baie de la Rondinare, la base de la réserve nationale des Bouches de Bonifacio. Et on a justement évité toutes les zones, donc l'ancrage standé dans des zones. Au milieu des herbiers de Posidonie. Ces herbiers, également protégés, sont un véritable poumon pour l'écosystème marin. Une source de nourriture et un lieu de reproduction pour de nombreuses espèces. Au milieu donc, voici la grande nacre. Elle peut atteindre la taille d'1 mètre et vivre jusqu'à 40 ans. Ce jour-là, malheureusement, plusieurs nacres se sont trouvées sur le trajet du bateau de plaisance, comme le constatent aussitôt Nicolas et Paul. On arrive au fond et de suite on voit la marque de l'ancre, même des deux ancres, puisqu'on voit le sillon. Nico, je lui fais signe, tu te décales sur la gauche, tu suis l'ancre de gauche et moi je suis l'ancre de droite. On avance. Les ancres ont creusé le sable et arraché des Posidonies sur leur passage.
mauvaise surprise attend les plongeurs. Il y a une nacre cassée au fond. La nacre fait environ 60 cm, celle-là. Une nacre d'aujourd'hui, parce qu'elle est encore entière, il y a le muscle. Cette nacre, brisée par l'encre, n'a aucune chance de survivre. Bateau, plusieurs mois auparavant. Enfin, quelques mètres plus loin, une nacre encore vivante gît sur le fond. Nicolas la replante en espérant la sauver. C'est désolant. Il y a l'urgence de grande nacre. Bonifacio et ses phares, dressés face à la Méditerranée. Dernière étape, de l'autre côté du parc marin international, côté italien. Nous entrons dans le parc national de l'archipel de la Madeleine, en Sardaigne. Rares sont les personnes admises sur ce site. Un privilège accordé aujourd'hui à un jeune ornithologue, une espèce menacée. C'est le seul goéland endémique de Méditerranée, une espèce importante qui a subi une forte baisse ces 50 dernières années. Parfois, nous Ici, c'est la situation idéale pour le goéland dodoin. Un rocher et de la végétation. Pour le nid, un petit coin de terre rendu un peu plus confortable grâce à des plumes, des algues. Le trafic maritime est intense avec tous ces bateaux. Juste en face, la ville. Et dans cette ville, sa place, qui s'est bien adaptée aux hommes. Aujourd'hui, il tend même à s'imposer dans l'archipel. Par chance, cette année... Jusqu'à maintenant,